Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut Stéphane. Pour parler d'un film qu'on aime bien, mine de rien, un gros film en fait qui est un petit peu décrié. En tout cas, il était décrié à sa sortie et on a jamais. Après, ça n'a pas été la cabale non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été super apprécié, on va dire. Voilà, et il s'agit de 3. De Wolfgang Petersen, grosse production Warner de cet été-là, l'été 2004. Mais on ne va pas parler de cette version. On va parler plus précisément de la version Director's Cut qui était sortie en Blu-ray en 2017. Alors je ne sais pas si ça a été distribué en France, mais aux États-Unis en tout cas le film existe, quoi. Il est sorti en France. Il est sorti en France aussi, d'accord. Et qui contient quand même une demi-heure de plus déjà pour commencer. Un peu plus même, je crois, 35 minutes. Notamment des changements aussi musicaux, ça on va en parler. Des changements de ton aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de violence. Et mine de rien, ça fait finalement un meilleur film, moi je trouve. Il y a plus de violence, il y a quelques changements musicaux aussi éventuellement, comme tu as évoqué, mais il y a aussi davantage on va dire de caractère plot, quoi, tu vois, quoi, vraiment de développement de personnages qui sont, on va dire, un petit peu plus enrichis, quoi, que dans la version salle. Avant de rentrer dans ces détails plus spécifiquement, Arnaud, tu vas nous pitcher l'Iliade. Voilà, puisque c'est tiré de l'Iliade. Bon, même si on y reviendra sur le travail d'adaptation, mais c'est vrai que voilà, le matériau de base, c'est l'Iliade, célèbre poème de l'Antiquité, et qui a avec l'Odyssée, qui a formé un diptyque qui a largement influencé toute l'histoire, la narration en Occident. Et donc Troie se concentre sur cet épisode qui, aux environs de l'an 1250 avant Jésus-Christ, confronte Agamemnon, qui est le roi de Mycène et qui tente de fédérer la Grèce, quoi, aux Troyens. Alors, pas un petit peu en train de tricher, regarder tes notes là, c'est une anti-sèche là. Il faut avoir bien en tête le nombre de personnages et les enjeux de l'histoire qui sont pas, c'est pas forcément, c'est pas Plus belle la vie, quoi, tu vois, quoi. Donc voilà. Donc Agamemnon, ce roi de Mycène, qui est en fait un petit peu l'équivalent à l'époque, on va dire, des États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qui fédère un petit peu tout le monde civilisé. Et ce roi-là, Agamemnon, a des vues sur la ville fortifiée de Troie, qui est située à un point stratégique dans la Méditerranée, pour le commerce, pour tout, quoi. Donc évidemment, il a des vues sur cette ville. Et il peut pas l'attaquer comme ça, évidemment, parce que c'est une ville réputée imprenable, très fortifiée, qui a résisté à l'envahisseur au cours des âges. Et en fait, il va bondir sur un prétexte qui est que les deux princes troyens, les fils du roi Priam, Hector et Paris, qui sont en visite chez le frère d'Agamemnon, eh bien repartent avec dans leurs affaires Hélène, la fille du dit frère, puisque Paris est tombé amoureux d'elle et elle est tombée amoureuse de lui, quoi. Celle qui va devenir la fameuse Hélène de Troie. La fameuse Hélène de Troie, qu'on disait la plus belle femme du monde, quoi, à l'époque. En tout cas, tel que c'est rapporté dans les récits d'Homère. Et donc, ils repartent ensemble vers Troie avec Hélène. Et évidemment, le frère d'Agamemnon, qui est furieux de cet enlèvement, il n'y a pas d'autre mot, va aller voir son frère. Et son frère va sauter sur l'aubaine pour dire « Ok, on déclare la guerre à Troie ». Et il se pointe, alors je cite de mémoire, mais je crois 50 000 soldats en tout, une flotte gigantesque, face à 25 000 Troyens, c'est-à-dire la moitié, quoi. Mais les Troyens ayant la force de ne pas être les assaillants et d'être repliés derrière les murailles réputées imprenables de Troie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. En gros, j'espère avoir bien pitché, Stéphane, le point de départ. On a peut-être oublié un personnage un peu primordial, non ? Voilà, oui, c'est vrai. Le personnage d'Achille, célèbre personnage mythologique, donc, qui est un guerrier qui travaille pour Agamemnon, on va dire, qui est dans ses troupes, quoi. Mercenaire, en vrai. Ouais, mercenaire, c'est-à-dire lui... lui et son équipe de 50 soldats, quoi. Ouais, c'était... je sais plus, j'ai un trou, là, les myrmidons. Voilà, les myrmidons, ce sont
sont les soldats d'Achille. Donc c'est on va dire une sorte d'escouade, enfin de mini-armée réputée. Enfin c'est des malades mentaux de la guerre, quoi. C'est des guerriers très affûtés et réputés invincibles. Et Achille lui-même en est le chef. C'est pas pour rien parce que c'est le plus grand guerrier de tous les temps, quoi. Il est réputé invincible. Parce qu'il a finalement qu'un seul point faible, en fait, qui est quelque chose qui n'est pas... Ça, c'est ce qu'on dit, mais alors on va en parler après, peut-être dans l'approche mythologique du récit. Mais qui est assez intéressante, puisque justement, il l'avance pas, même s'il l'exploite et l'utilise, puisque c'est dans le récit, quoi. Et son seul point faible, c'est son talon, en fait. Voilà, le talon d'Achille qui est devenu l'expression même courante, quoi, du défaut dans la cuirasse, quoi, de n'importe qui, quoi, le défaut qui peut le faire chuter, quoi. Donc ce personnage d'Achille qui fait partie encore une fois des troupes d'Agamemnon, mais qui est qui est en lutte avec Agamemnon, qui ne l'apprécie pas, il s'envoie des grilles régulièrement dès le début du film, tu vois, ils sont vraiment en bisbille, va faire partie de l'assaut sur Troie. Va y prendre part, mais en s'y impliquant d'une manière assez spéciale, puisque, bon, alors là, on ne va pas rentrer dans tous les détails de l'intrigue, mais disons qu'au fur et à mesure des implications ou non d'Achille dans le combat, la guerre de Troie va prendre d'autres chemins, quoi, que des chemins qui n'étaient pas forcément prévus au départ. C'est une histoire quand même très connue. Oui, c'est une histoire connue, mais alors c'est une histoire qui est moins connue quand même que, je veux dire, des deux volets de Homère. C'est sans doute la moins connue, bien que Ulysse, il est interprété par Sean Bean ici dans le film, il fasse partie, il a fait la guerre de Troie, et puisque en fait l'Odyssée, c'est son retour. L'Odyssée raconte le retour de Ulysse chez lui, qui met 10 ans quand même à rentrer chez lui, et ça raconte donc son voyage retour. C'est peut-être intéressant de parler de ça, mais alors c'est vrai que l'Iliade est un récit quand même moins populaire que l'Odyssée. On a tout le monde a en tête, alors notamment notre génération avec un dessin animé comme Ulysse 31, mais tous les épisodes différents de l'Odyssée. C'est peut-être moins le cas de l'Iliade, quoi. L'Iliade était un récit peut-être plus guerrier que mythologique, mais c'était quand même un récit mythologique puisqu'il mettait en scène les dieux qui prenaient part à l'histoire, comme dans tous les récits de cette époque-là, quoi. Ils font partie intégrante de l'univers des personnages. Puis, le personnage d'Achille était un personnage surhumain au sens mythologique du terme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la raison de son seul point faible, en fait, c'est qu'il a été tenu par Zeus, justement, en fait, pour être... Alors pas par Zeus, par sa mère Thétis, je crois. Voilà, plongé dans cette mixture qu'il a rendue dans un fleuve, ouais, qui était réputé, et en fait, c'est le simple fait de le tenir par le talon qui fait que, comme c'est le seul endroit qui n'a pas été plongé, c'est l'endroit sur lequel il est voilà. Il peut être touché, quoi, pour mourir. Voilà, tout à fait. Et alors, il y a sa mère, on la voit dans le film, elle est même interprétée par une grande actrice. Elle a une scène, c'est Julie Christie, tout à fait. Mais on la voit discuter avec Achille. Mais on va dire que sa nature de déesse n'est à aucun moment posée, et pour cause, parce que le récit... C'est dans la façon dont elle est présentée, presque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Pour le coup, on sent que c'est un personnage mythologique, pour le coup. Qu'elle apparaît presque... En fait, il n'y a que lui qui la voit. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans la séquence, quoi. C'est une scène qui reste réaliste, on va dire, dans sa mise en image, mais qui, dans les sous-entendus qu'elle donne... C'est ça. Et peut-être la seule scène qui tend vers le récit mythologique original, quoi. Moi j'aimerais alors t'as recontextualisé ce dont ça parle. J'aimerais qu'on recontextualise un peu la production, en fait, à l'époque où le film s'est fait, avant de rentrer vraiment dans les changements avec ce director's cut, quoi. On est en 2004, à une époque où finalement le récit épique, moi je n'aime pas trop ce terme dans l'absolu parce que c'est considéré comme un genre, mais moi j'ai du mal à considérer ce que c'est le genre épique à Hollywood, quoi. A vraiment eu beaucoup de cartons, en fait, si tu veux, et qui est très 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 prisé. Donc on parle de... C'est un vrai genre à part entière. Si ce n'est que tu peux mettre des récits comme Titanic dedans et des récits comme Gladiator. Mais si tu veux, par exemple, t'as eu un spoof movie là, dans la même époque à peu près, c'était Epic Movie, je crois, le titre original. 3 ans après, ouais. Ouais, voilà. Et, donc, oui, mais justement, Epic Movie se foutait autant de la gueule de 3 que de 300. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est la fous-moi là, quoi. Donc pour moi, ça ne fait que confirmer que c'est un genre qui n'existe pas vraiment, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai du mal à catégoriser comme tel. Je préfère par exemple les sous-genres de films historiques ou sous-genres de péplum ou ce genre de choses, etc., dans lesquels le film peut s'inscrire dans les deux d'ailleurs, hein. Mais en fait à l'époque t'avais donc les cartons de Titanic, t'avais les cartons de Gladiator, etc., donc ça semblait assez cohérent d'adapter l'Iliade ou l'Odyssée d'ailleurs, hein, Ça a été une époque où en fait ça a été étonnant parce que avec le succès de Gladiator, il y a eu une période de latence un peu avant et vers le milieu des années 2000
c'est là où sont arrivés beaucoup de projets. T'avais 3, t'avais Alexandre le Grand. Ça se montre pas aussi facilement non plus, ces films. Évidemment, t'avais, je me rappelle, qui était longtemps un projet fantasmatique un peu, c'était le Hannibal que voulait monter Vin Diesel pendant des années, tu vois. Enfin, il y a eu beaucoup de projets comme ça à cette époque-là qui relevaient un petit peu de ce genre-là. Et à mon avis, ça aurait été rigolo, Hannibal avec Vin Diesel. C'était, mais bref, c'était le Vin Diesel un peu de l'époque de Riddick. Il y avait moyen d'espérer, s'il trouvait un bon réal, d'avoir quelque chose de sympathique. Mais bon. C'était le Vin Diesel de l'époque de Triple X, Arnaud. Bref. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est à la base pas un projet de studio à proprement parler. C'est-à-dire que c'est de toute évidence un film de studio, avec tout ce que ça peut comporter en fait de qualité et de défaut, on va dire, quand il est sorti en 2004, quoi, mais qui n'a pas été initié par un studio. C'est-à-dire il a vraiment été initié par David Benioff à la base. Très étonnant. Qui donc on le connaît parce que c'est un des showrunners de Game of Thrones, évidemment. Et d'ailleurs, il y a pas mal de points de convergence finalement en fait dans la façon d'adapter la mythologie, le récit mythologique en fait comme il le fait dans Game of Thrones aussi, quoi, comme il le fera plus tard, quelques années plus tard. Il y a aussi des acteurs comme Sean Bean par exemple qui se retrouvent dedans, quoi. Mais lui en fait son parti pris c'était vraiment d'adapter l'Iliade, ce qui est quand même déjà pas facile à faire. C'était un scénariste peu connu à l'époque, il avait à peine fait la 25e heure. Donc, qui adaptait c'est là où on l'avait remarqué. Voilà, qui adaptait de son roman. Qui était adapté de son roman, ouais. C'est-à-dire à l'époque, c'était pas un scénariste puissant, quoi. Et c'est un scénario dont on avait entendu parler, c'est une petite anecdote entre nous, quoi. À l'époque, en fait, pour la première fois de la qualité de ce scénario, par John McTiernan en pleine interview, en fait, quand on l'avait interviewé à l'époque de Basic. Et c'est lui qui nous avait dit, j'ai lu un scénario, apparemment il venait de le lire, où il avait lu peut-être. Je crois que tu lui avais posé la question, qu'est-ce que vous avez lu récemment comme scénario que vous avez reçu Et il nous a parlé de 3, et en fait il nous a dit le scénario est incroyable, quoi. Il nous avait dit j'aimerais beaucoup le faire. J'aurais beaucoup aimé faire ce film, même si c'était déjà Wolfgang Petersen qui était sur la je crois qu'il nous l'avait dit d'ailleurs. Voilà, et on lui avait dit ah ouais, mais et à ce moment-là il me dit ouais, ils vont le réussir parce que le scénario est vraiment formidable, quoi. Et c'est à mon sens la première vraie grande qualité de cette adaptation de 3, c'est vraiment en fait le scénario de Benioff, quoi, qui résume énormément en fait déjà dans la version qui était sortie en salle, à mon sens, tous les enjeux de façon assez limpide, assez claire, avec des fonctionnements entre les personnages évidents, quoi. C'est-à-dire que tout est là. C'est-à-dire, quand tu compares à un blockbuster, on va dire actuel, c'est quasiment, c'est étonnant, Ce qui est marrant, c'est quand tu revois le film, en fait, il te montre la carte de la Grèce au début, et il t'explique en fait les choses, et tu te dis, t'en as pas besoin, en vrai. En fait, le film le fait très bien, quoi. Mais eux, tu sens qu'ils se sentent obligés parce que, voilà, Et il le fait très bien dans un enchaînement de scènes. C'est-à-dire, il le fait pas dans, par exemple, une scène explicative avec des personnages qui t'expliquent les enjeux. C'est-à-dire, t'as 5-6 scènes au début qui se suivent, à l'issue desquelles tu te dis ok, l'histoire est en place, et c'est quand même balèze sur la base d'un texte pareil. Alors on peut faire quand même juste une petite digression pour expliquer ça, expliquer le fait que le parti pris de Benioff était quand même assez couillu, parce que et ça a fait bondir d'ailleurs pas mal de spécialistes d'Homère, tu vois, parce qu'il a choisi un parti pris, une approche d'adaptation qui était très tranchée, quoi. C'est-à-dire, je dégage justement ce dont je parlais tout à l'heure, qui va exploser après le avec fantastique, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le fantastique, tu vois, tous les histoires avec les dieux, les trucs comme ça, qui sont évoqués par les personnages, mais qu'on ne voit jamais, qui n'interfèrent jamais dans l'histoire. Ça reste une vision, entre guillemets, réaliste de la guerre de Troie, quoi. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'à l'époque, on a souvent demandé à Wolfgang Petersen, alors vous allez faire la suite, l'Odyssée. Et souvent, il bottait en touche, Petersen. Il répondait pas vraiment. Mais tu sentais qu'entre les lignes, en fait, ce qui était compliqué, c'était de faire... Parce que l'Odyssée, c'est beaucoup plus compliqué d'adopter ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est un récit purement fantastique. Bon, à la limite, tu peux imaginer d'humaniser les sirènes, d'humaniser... le cyclope. Le cyclope, les trucs comme ça. Mais ça va être beaucoup plus voyant, je pense, que sur 3, quoi. Oui, mais c'est un parti pris que beaucoup de cinéastes ont essayé justement de faire, quoi. Sur l'Odyssée, je crois pas qu'il y ait eu des partis pris de version réaliste. Alors, pas en adaptation directe. Après, très symbolique, quoi. En adaptation, plus que symbolique. Ouais. Je veux dire, vraiment de reprise du récit. Je pense à O Brother, évidemment. Mais il y a d'autres films, il y a d'autres films en fait qui ont repris, on va dire, le cycle, parce que c'est vraiment un cycle en fait de récits en fait assez
entre guillemets courant, donc forcément si comment dire, comme tu l'as dit en fait, c'est des romans qui ont irrigué en fait la narration pendant des siècles en fait. Donc le truc c'est que c'est normal en fait qu'on se retrouve là-dedans et qu'on y pense, ne serait-ce alors des fois de manière symbolique, mais des fois de manière directe. En l'occurrence, Brother, c'est vraiment littéral quoi. Mais après le point qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a ce parti pris là, mais il y a aussi mine de rien l'idée d'arriver à résumer, même si des fois comment dire, c'est pas qu'il se prend les pieds, mais disons que il y a des choses qui l'intéressent plus que d'autres, c'est assez évident, et tu sens que justement pour le coup, à partir du moment où on se retrouve avec quelqu'un comme Brad Pitt dans un projet comme ça, en fait, qui reste quand même le beau gosse d'Hollywood, enfin, etc., il fallait qu'il y ait quelque chose de romantique là-dedans. Et ces points-là, on va dire que, et là on parle vraiment même déjà de la version d'époque, hein, c'est pas les points les plus réussis dans le film, c'est-à-dire vraiment l'aspect romantique du film, la relation par exemple entre Hélène de Troyes et Paris, en fait c'est assez diffus. C'est-à-dire après il y a aussi la relation entre Achille et Briseis, c'est moi je trouve assez c'est un peu rentré au chausse-pied en fait, la façon, c'est pas ce qui les intéresse le plus en fait. Ce qui les intéresse le plus, c'est vraiment de faire un film politique, guerrier, avec énormément d'enjeux en fait entre les lignes quoi, à lire entre les lignes quoi. Ouais, et puis voilà. Si ce n'est que le film n'est pas traité comme ça, par contre, on va en parler aussi. Mais Achille aussi, il y a un personnage qui a été, dont on va dire, dont à l'époque ils ont. Alors je ne sais pas si ça vient de la volonté de Benioff ou du studio, tu vois, mais qu'ils ont atténué la réalité de sa relation avec Achille, c'est Patrocle, quoi, tu vois, qui devient simplement un cousin, alors que dans l'Iliade, on a conscience que Achille ils sont plus ou moins amants. Voilà. Et donc le personnage est assez important parce qu'il motive beaucoup des actions et même des nœuds narratifs du film, quoi, et notamment de la relation entre Hector et Achille. Et donc j'en viens à ce point-là, c'est qu'en fait l'intelligence du récit de Benioff, moi je trouve, a été de prendre ce récit de guerre, donc d'en expurger, comme on a dit, tous les éléments mythologiques, mais de recentrer en fait tous les enjeux dans la relation qu'il y a entre Achille et Hector. Entre la comparaison entre les deux et la manière dont ils vont se rejoindre pour finir par s'affronter, quoi. Tout le récit est construit là-dessus et ils incarnent, pour ainsi dire, mais ça c'était déjà le cas dans l'Iliade, mais Benioff a su le faire admirablement, moi je trouve. Ils incarnent tous les deux deux figures, deux tendances de l'héroïsme, quoi. C'est-à-dire d'un côté Hector, qui est le héros avec des valeurs qui va donner plus tard dans le théâtre classique français le héros cornélien, c'est-à-dire avec des valeurs de prudence, de sagesse, qui prend en compte l'intérêt commun de son peuple, des siens, tu vois, tout ça, et qui est tout le temps en train de jongler moralement avec ça et de toujours, avant d'agir, se trouver une sortie morale au conflit auquel il est confronté. Et Achille, à côté, le héros de la gloire, tu vois, qui est vraiment le héros grec dans toute sa splendeur, atteindre à la gloire par les armes, quoi, tu vois, et puis par tes actions sur le champ de bataille. Et donc il y a un certain hubris là-dedans, hein, évidemment, qui est traité dans le film aussi, et que Brad Pitt joue formidablement bien, je trouve. Bon, eu égard aussi à son physique, quoi, tu vois. Ouais, puis son physique extrêmement travaillé sur celui-là, tu vois, parce que c'est très pour le affûté, coup, il est vraiment, il avait 40 ans à l'époque, et enfin voilà, il les fait pas du tout, quoi. Non, clairement. Et donc voilà, ouais, le récit, en fait, tout le récit s'articule autour de ces deux personnages et de leur rapport à l'héroïsme, de ces deux manières de devenir un héros, quoi. Alors, pour finir en fait un petit peu sur l'adaptation, je pense qu'il y a des choses que en tout cas moi je pouvais leur reprocher à l'époque en fait, si tu veux, et qui sont toujours problématiques, hein, dans cette version de toute évidence, quoi. C'est déjà un premier lieu un casting à papa, quoi. C'est-à-dire que vraiment en fait pour moi c'est pas le problème en fait qui est un Irlandais, deux Irlandais pour jouer tous ces rôles-là, mais c'est qu'il y a que des Irlandais en fait, en gros. Enfin, j'exagère, mais voilà, il y a que des Anglais, des Irlandais, etc. Et disons que bon, au bout du 5e ou 6e second rôle, comme ça, on va dire là-dedans, tu sens que en fait, quand je dis à papa, c'est vraiment en fait effectivement, et même si c'est encore discutable, en fait, la façon dont les péplums était pensé dans les années 50-60, quoi. Et le truc, c'est qu'on est dans les années 2000. Et encore une fois, je parle pas forcément d'aller chercher que des Grecs pour jouer des Grecs, hein. C'est pas de ça que je parle, quoi. Puisque c'est impossible. Oui, des Méditerranéens. Impossible, tu vois. Non, mais c'est impossible, en fait, si tu veux, dans la logique du... Et puis,
j'ai pas de problème avec Bana, j'ai pas de problème avec. Ce qu'avait un petit peu fait, moi je pense, sur le genre de péplum comme ça, Amenabar avec Agora, ou à l'exception de Raquel Wise, tu vois, tout le reste du casting, des mecs comme le fils Minghella. Oscar Isaac, tu vois, c'était des mecs qui pouvaient passer pour des Méditerranéens. Moi, c'est plus ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu sentais, en fait, si tu veux, que la directrice de casting en folie, quoi. C'est-à-dire que, bon, alors lui, il a déjà fait un film épique, donc hop, on le met dans lui aussi, hop, on le met dans, tu vois. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec tous ces. Tu vois, Sean Bean, hop, il était dans Le Seigneur des Anneaux. Orlando Bloom, hop, il était dans Pirates des Caraïbes, et Le Seigneur des Anneaux, en l'occurrence, etc., etc. Et en fait, tous ces gens, en fait, c'était bon, vous êtes des spécialistes dans ce genre-là, donc on vous met dedans. Sauf que, du coup, c'est un casting un peu facile. Pour des rôles en fait qui sont pas forcément toujours bien définis pour certains, hein, je pense notamment à Paris quoi, qui est déjà en fait aurait nécessité un vrai bon acteur parce que Orlando Bloom c'est pas un très bon acteur quoi. Sean Bean, disons que pour quelqu'un comme Ulysse en fait, je pense que en fait ils auraient dû prendre quelqu'un de la stature vraiment d'un premier rôle. C'est-à-dire pas de quelqu'un qui est habitué justement à des seconds rôles et à, entre guillemets, laisser la place au premier rôle, quoi. C'est ce genre de choses. Mais bon, après, Sean voilà. Bean qui ne meurt pas, pour une fois. Ouais, mais bah, c'est Ulysse, donc forcément. Mais donc voilà, moi, ça c'est la première problématique. La deuxième problématique pour moi, c'est il y avait une espèce de lourdeur académique. C'est-à-dire de la part de Wolfgang Petersen. C'est pas un mauvais réalisateur, Wolfgang Petersen, mais c'est un bourrin. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours eu ce sentiment, je résumais toujours ça en fait de cette manière-là, c'est que tu sentais qu'en fait, il pouvait pas faire d'envolée lyrique ou ce genre de choses, que la caméra était tout le temps plantée dans le sable en fait, et que dès qu'il fallait faire un mouvement de caméra, les mecs, t'as l'impression qu'il fallait qu'ils traversent toute la plage en fait pour aller dire, hey, t'as la grue, ouais, attends, je reviens. Et en fait, du coup, ils ont plus le temps pour mettre le plan en place parce que d'un seul coup, le soleil, il était en train de se coucher quoi. C'est vraiment en fait, il y a cette problématique-là qui part un petit peu, je trouve, du director's cut parce que justement, il y a beaucoup plus de plans, il y a beaucoup plus de travail en fait là-dessus, je trouve en fait, qui s'était un peu perdu dans le cut de la sortie en salle quoi. Et puis il y avait ce truc pour le coup par contre qui était vraiment agréable, c'est que je sais pas si tu te souviens à cette époque-là, tous les films épiques en fait c'était de la grisaille totale quoi. C'est-à-dire que le film est super beau. Hein. Gladiator, enfin c'était plongé dans la brume, dans les filtres et les néons quoi, enfin pas les néons mais les filtres habituels de Ridley Scott. Ouais, puis des textures aussi d'images. Vas-y que je te mette des cendres, vas-y que je te mette de la fumée. Vas-y. Voilà. Là c'est vrai que c'est un film. Enfin t'as l'impression d'être dans la Méditerranée il y a 1250 ans quoi. Pirates des Caraïbes, t'as l'impression que ça se passe en Écosse quoi. Enfin voilà, donc le truc si tu veux c'est que c'est très bizarre en fait. D'un seul coup ce film-là il respirait quoi, c'est-à-dire que t'étais vraiment dehors et t'étais vraiment en fait la mer elle était bleue, le sable il était blanc et le ciel il était bleu quoi. Enfin voilà, c'était rien que ça, c'était vraiment une bouffée d'air frais quoi. Donc tout ça c'était les qualités que je retrouvais là-dedans. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce director's cut en fait, c'est c'est cette façon d'incarner en fait les séquences. C'est-à-dire que le premier truc en fait, la scène d'ouverture quoi, c'est-à-dire que vraiment la scène d'ouverture du director's cut, donc il n'était pas en salle. Voilà, oui, mais justement, en fait, elle est réamorcée, on va dire, par l'arrivée d'un chien, en fait, qui renifle en fait tous les cadavres, voilà, et la caméra le suit de manière assez, fluide et tout, jusqu'à faire même, il y a un plan en fait qui est assez étonnant parce qu'en général, c'est un plan que tu fais avec Will Smith ou avec, je sais pas moi, avec, tu vois, Michael Bay fait ça avec Will Smith, tu vois, c'est un espèce de plan avec la caméra qui tourne autour du chien, tu vois, et qui le cadre en fait quand le chien découvre quelque chose et repart en fait dans son exploration quoi. Ouais, puis après t'as la caméra qui s'élève à la grue comme ça et on découvre derrière la colline toutes les armées grecques qui arrivent quoi. Et ça lui donne une incarnation en fait à ce chien qu'on voit 2 fois peut-être dans le film voilà, tu vois, ça lui donne une incarnation en fait qui fait qu'il a quelque part, il est presque un narrateur qui arrive au milieu du récit pour le raconter, et c'est assez intéressant parce que c'est pas fait tel quel on va dire si tu veux, mais c'est intéressant d'avoir des points comme ça en fait où d'un seul coup il y a un vrai parti pris de mise en scène, ce qui pour moi manquait un petit peu justement en fait dans la version qui était sortie en salle quoi. C'est pas innocent je pense débuter un tel récit par un plan comme ça tu vois, justement au lieu d'un plan général de la ville de Troie vue du ciel avec un point de vue un peu omniscient, peut-être une voix qui pourrait être celle des dieux tu vois, le truc comme ça serait un truc pour le coup très académique et déjà très rebattu.
là-dessus. Là, il y a une volonté vraiment de mettre le truc à hauteur d'homme d'entrée, quoi, tu vois. Bon, là, en l'occurrence, même à hauteur d'animal, mais en tout cas, à montrer vraiment ce qu'est la réalité de cet univers-là dans sa trivialité la plus immédiate, quoi, tu vois, quoi. Voilà. Après, moi, je sais pas si je reviens peut-être un petit peu 2 secondes rapidement sur ce que tu as dit. Bon, c'est vrai que l'histoire du casting, je veux pas dire le contraire, hein, tu vois, sur ce que tu dis, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une licence poétique à laquelle on est habitué dans le cadre des péplums américains depuis déjà les années 50, où on est habitué à des castings comme ça. C'est vrai que ça date de 2003, 2004, tu vois, 3. Au jour d'aujourd'hui, on n'y est peut-être plus forcément habitué dans le contexte actuel, tu vois, et ça peut jurer. À l'époque, je pense que ça créait nettement moins de problèmes. Même si tu avais à la même période, à la même année, un Mel Gibson qui, lui, là encore, à l'exception peut-être de Jim Caviezel, mais faisait sa Passion du Christ avec des acteurs vraiment très typés méditerranéens. Mais c'est un film complètement différent. Moi, j'aurais tendance à dire, encore une fois, que si tu veux, ce que je t'avance là, c'est pas tant, encore une fois, d'avoir des acteurs méditerranéens, tu vois. Même si, effectivement, dans Braveheart, il y aurait que des acteurs méditerranéens, je comprendrais pas, quoi. Donc là, c'est exactement la même problématique. Mais ceci étant dit, là, c'est vraiment à plus forte raison. C'est-à-dire, c'est comme bon, alors Sean Connery, on a besoin de lui, on le met dans un rôle de mentor, allez hop, et Liam Neeson a repris le flambeau, tu vois, c'est du casting pré-mâché, en fait, c'est ça mon problème, en fait. Non, mais après, bon, ok, tu vois, mais après, à l'intérieur de ça, bon, t'as déjà les 2 personnages principaux, Bana et Brad Pitt, voilà, qui s'en sortent très bien, et en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les autres personnages qu'il y a autour d'eux, bien souvent, s'incarnent à travers leur prisme, quoi, tu vois, ces 2 personnages. C'est-à-dire, moi, je trouve, par exemple, Paris, ça a beau être un personnage pas très développé, tu vois, la séquence de sa chute morale, quoi, tu vois, quoi, à travers le regard de son frère, de son père, quoi, est quand même assez bien incarnée à l'écran, quoi. Cette scène où il refuse d'aller au combat, quoi, finalement, où il se déballonne. T'as le roi Priam qui est incarné par Peter O'Toole, tu vois, bon, qui est pas très présent, quoi, dans le film, mais il a l'une des plus belles scènes du film, quoi, la scène où il vient réclamer le corps de son fils. C'est une des meilleures scènes du film, évidemment. Il y a ça et le combat entre Achille et Hector. Et Hector, ça c'est le combat final, j'allais y venir. C'est c'est quasiment les 2 meilleures scènes du film. Ouais, mais la scène de Priam avec Achille, moi j'étais très étonné en fait, parce que alors c'est vrai que dans le film, comme je disais, Peter O'Toole, puisque c'est lui qui joue Priam, il était pas très présent. Il était un peu décati à cette époque-là, hein, c'était la fin de sa vie, quoi. Moi, en fait, il y avait très longtemps que je l'avais pas revu dans une scène comme ça où il m'a mis les larmes, quoi, tu vois, quoi. Une scène. C'est-à-dire que le reste du film, pour moi, le problème, c'est qu'il est pas terrible, quoi. Mais voilà. Et alors, il se trouve que ces 2 scènes, c'est pas pour rien. Effectivement, il y a la scène du duel final qui ramasse donc tous les enjeux du film entre Hector et Achille, est superbement chorégraphiée. Elle est vraiment, même dans le décor et la manière dont ça joue avec le décor, c'est vraiment superbe. Et bon, il n'y a pas de secret, quoi, hein. Je crois que cette scène, ils ont mis 2-3 semaines à la tourner, un truc comme ça, quoi. C'est une scène où je pense qu'ils étaient parfaitement conscients de l'importance qu'elle avait et de le temps qu'ils allaient prendre et de la qualité qu'ils allaient essayer de lui conférer pour qu'elle ressorte vraiment, quoi. Alors, ce qui est très étonnant... C'est une sorte de climax, hein. Tout à fait, mais alors, ce qui est très étonnant, en fait, dans cette version, c'est qu'en fait, ils ont remplacé la musique de James Horner par la musique de Danny Elfman dans La planète des singes de Burton. Et alors là, c'est assez déstabilisant parce que, c'est un film qui a connu des problèmes là-dessus. C'est-à-dire, il y a eu un score d'abord de Gabriel Yared. C'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est étonnant avec ce Director's Cut là, c'est que est-ce que c'est vraiment le Director's Cut? Alors, on a relu une interview de Wolfgang Petersen, en fait. Sur à l'époque de la sortie du film, en première notamment, et en gros il expliquait qu'ils avaient tourné beaucoup de gore, en fait, si tu veux, qui se retrouve dans cette version, hein, mine de rien, qui a été vachement tempéré, à un point où moi je me rappelais absolument pas que le film qui était sorti en salle était il était clairement pas aussi gore, mais je me rappelais même pas qu'il était classé R, si tu veux, alors que pour moi c'était clairement presque un film de PG-13, tu vois, mais pour autant ce n'est pas forcément le Wolfgang's Cut, quoi, on va dire, quoi, si tu veux, cette version, puisque c'est une version qu'il a repensée quand même un petit peu après. C'est-à-dire, il a rajouté les trucs qui manquaient, mais effectivement, il y a ce score de Gabriel Yared qui a été bazardé par le studio, me semble-t-il, en fait. Et remplacé donc par celui de James Horner. Par James Horner, et c'est... Ah ouais, et les trucs qu'il réutilise, il avait utilisé dans Willow, qu'il utilise évidemment dans Avatar, etc. Ah ouais, donc et là, tu t'entends que ça, quoi. Mais, sauf qu'il avait quand même composé un morceau pour la
la scène du combat, et qui n'est plus utilisée, qui est celle donc de comment dire, de Danny Elfman. De Danny Elfman dans La Planète des Singes. C'est un peu déstabilisant, parce que j'aime beaucoup moi le score de La Planète des Singes. Ouais, c'est un des derniers super scores, moi je trouve, de Danny Elfman, avec le Hulk de Ang Lee aussi, quoi. Bah je pense que c'est un film après qui a eu il y a eu des interférences comme ça quand ils ont été dans la période de finalisation du film, tu vois. Mais bon, enfin après c'est pas des choses qui nuisent vraiment à l'ensemble. Je pense que ce qui reste important dans ce film, c'est ce qu'on a dit au tout départ, c'est que c'est un film qui a été initié par son scénario, et finalement, on n'en retrouve pas surtout à l'heure actuelle. Il y en a des films à 200 patates. Ouais. Ah ouais, il y en a plus beaucoup des films comme ça, quoi, tu vois, où le mec écrit le scénario, il circule et tout le monde se dit putain, il faut le faire, quoi, et tout part de ça, quoi. Donc parce que c'est vraiment ça, c'est même pas, il faut bien prendre conscience qu'il y a même pas un producteur à la base qui parle à Benioff de peut-être faire adapter l'Iliade, c'est Benioff qui adapte l'Iliade. Non, j'imagine que ce qui s'est passé, c'est que comme ça se passe assez régulièrement à Hollywood, quand t'as un auteur, on va dire influent, enfin pas influent, mais en tout cas prometteur, les studios en fait vont les chercher pour leur demander qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple, hein. Et je pense que lui en fait il s'est pointé, il a dit je veux adapter l'Iliade, quoi. Et ils ont dit oui. Et d'ailleurs en fait contextuellement à l'époque ce qui est assez marrant, parce que ça se passerait pas comme ça du tout aujourd'hui, je pense, hein, ce qui est assez marrant, c'est que Wolfgang Petersen devait faire Batman contre Superman en fait, et il l'a mis de côté. Il en reste un poster dans Je suis une légende avec Will Smith, qu'on entreaperçoit là sur Times Square, je crois. C'est ça, ouais. Mais et en fait, il devait faire ce film-là, et finalement, il a fini par opter pour 3. Ce qui fait que le film s'est monté à la place, en fait, entre guillemets, hein, puisque d'un seul coup, Batman vs Superman n'avait plus de réalisateur, quoi. Il s'est fait 15 ans après avec Zack Snyder, quoi. Mais c'était pas du tout les mêmes prémices de projet, ça parlait pas du tout de la même chose, d'ailleurs. Il me semble, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que le vrai titre de ce projet-là, c'était World's Finest ou un truc comme ça. Ouais, je crois, ouais. Voilà, donc, et on suivait un petit peu le projet à l'époque, puisqu'on travaillait déjà dans la presse écrite de cinéma, donc on se demandait... et puis même on n'aurait pas travaillé dans la presse écrite, je pense qu'on l'aurait suivi quand même. Oui, même si moi, je t'avoue que Wolfgang Petersen à la tête d'un film de super-héros, c'était pas ce qui m'intéressait le plus non plus, hein, mais à cette époque-là, il y en avait pas autant, c'est sûr. C'est-à-dire, Petersen, il est devenu à une époque, c'est vrai que, bon, moi j'étais trop petit pour voir le bateau en salle, tu vois, mais je suis conscient du choc que ça a été à l'époque pour pas mal de gens, quoi, tu vois. Le film, il a fait un peu le tour du monde. Et puis, une fois qu'il a eu gagné Hollywood, Petersen, c'est devenu ce qu'on appelle, et je dis ça sans mépris aucun, hein, mais un réalisateur de studio, quoi, tu vois, quoi. Et qui dépendait donc, la qualité de ses films dépendait d'autres facteurs que les siens, quoi. Pas forcément que de lui, quoi. Surtout au milieu des années 90, hein. C'est vraiment surtout là, parce que Trouble, tout ça, c'était pas forcément des très gros films de studio, mais on pense plutôt à Alert, on pense plutôt à Air Force One. T'as eu le Clint Eastwood, hein, qui reste quand même... Ouais, dans La ligne de mire, bon, pour le coup, c'est vraiment un bon film, mais... Non, c'était quelqu'un, je pense, quand il avait... En pleine tempête. Ouais, en pleine tempête, que j'ai revu récemment, et qui est c'est toujours pareil, bon, t'as les scènes de tempête en images de synthèse, elles ont pris un petit coup de vieux, tu vois, quoi. Ouais, mais elles étaient pas très intéressantes à l'époque non plus. Ouais, mais quand même, t'as les enjeux qui se répercutent à l'intérieur de ces scènes-là, et c'est vraiment un beau film de personnage, quoi, aussi, en pleine tempête. C'est-à-dire la manière de percevoir ces pêcheurs dans leur quotidienneté, leur rapport entre eux, tu vois, tout ça. Et c'est un réalisateur qui... moi, en fait, je suis toujours allé voir un film de Petersen en disant, bon, voyons. Parce que je savais qu'au bout d'un moment, tu ressortais en disant, bon, bah là, Alerte, c'était vraiment poussif, quoi, tu vois, quoi. Je me rappelle son remake du Poséidon aussi, c'était pas possible, parce que alors là, si tu veux parler de lourdeur, là, moi, je me rappelle rien que le plan d'ouverture, avec ce plan en hélicoptère autour du bateau qui suit George Lucas en train de faire son jogging, la musique de Klaus Badelt qui est d'une subtilité pas possible, tu vois. Enfin, là, c'était du Petersen à fond les ballons. Même moi, j'adore Dans la ligne de mire, j'aime beaucoup le film, mais c'est pas un film subtil non plus, hein. Il faut non, mais c'est pas, on va pas dire que c'est le mec, c'est clairement pas un cinéaste subtil, mais c'est quelqu'un, je pense, qui, quand il avait des facteurs, alors ça peut être l'intervention de Clint Eastwood, ça peut être le scénario brillant de David Benioff, ça peut être autre chose, tu vois. Il fait le job. Ouais, voilà, quand il a des bons éléments en main, qu'il a des bons outils, et que tout se coordonne à peu près de la bonne manière, il peut arriver à livrer ce qu'on appelle, et qu'on a tendance un peu, nous, à avoir oublié que ça existait aujourd'hui, quoi, mais des bons films de studio, quoi, tu vois, des bons spectacles. Moi, je sais que le 3, quand je l'ai revu, le Director's Cut, là, j'ai pris du plaisir, c'était agréable d'avoir un film comme ça. Et puis surtout, encore une fois, c'est un peu moins un film de studio.
C'est-à-dire que certes, il y a l'argent et à l'écran, etc., mais en fait, on sent qu'il y a moins de directives. Alors, ça fait ressortir les problèmes, hein. C'est-à-dire, moi, je pense que les romances, en fait, c'est un peu des choses sur lesquelles, en fait, le studio a poussé pour que ça soit accentué, parce que acteur romantique oblige, on va dire, hein, Brad Pitt, bon, Eric Bana peut-être moins, mais en tout cas, Orlando Bloom. Et en fait, c'est pas ce qui marche le mieux, en fait, pour moi, en fait, dans le récit, parce que tu sens que c'est pas ce qui les intéressait. Et du coup, en fait, moi, ça participe des problèmes aussi de casting, c'est-à-dire que peut-être un bon acteur, en fait, aurait peut-être un petit peu plus transformé ces points-là, en fait. Il y aurait peut-être un peu plus cru, quoi. Mais en tout cas, définir, par exemple, Paris comme un lâche et uniquement un lâche, si tu veux, au point même où il le dit, mais je serais un... Quel homme aimerais-tu en fait si je fuyais, tu vois, il dit ça à Hélène à la fin et t'as envie de dire putain mais t'as fait que ça tout le film quoi, donc c'est un peu... ils donnent une porte de sortie quand même quoi. Oui mais bon, enfin tu vois c'est un peu tard quoi, tu vois, sur 3h32, c'est 3h15 de récit. C'est le personnage du lâche, moi je sais que ça a plutôt fonctionné, après Orlando Bloom est pas un peu de finesse, débordant de charisme tu vois. Un peu de finesse, moi c'est ce que je demande, mais en fait le problème si tu veux là-dedans c'est, et puis d'y croire en fait tout bêtement, c'est-à-dire qu'il y a cette problématique là et c'est pas les points sur lesquels je crois forcément le plus. J'aime beaucoup par contre, j'y pense parce que là je vois une photo on a une photo sous les yeux là, mais le cheval de Troie qui je trouve en fait le design est assez impressionnant quoi. Et puis c'est une belle idée de design quoi, c'est-à-dire où ils se sont posé la question en fait tout simplement. Petersen il expliquait ça, il disait donc tu vois, c'est vraiment là, c'est pas juste des technicos hein, tu vois, c'est pas le production designer, c'est le réalisateur, il s'est dit on se posait la question quoi, c'est-à-dire on est sur une plage à perte de vue, des dunes, une forteresse. Comment est-ce qu'ils ont construit un cheval en bois en 15 jours en bois, elles sont où les forêts, les trucs comme ça tu vois, et donc en fait sans qu'ils insistent dessus d'ailleurs hein, non, pas... il l'explique pas en fait. Il l'explique pas, mais les mecs démontent les bateaux et en bois avec lesquels ils sont arrivés et ils montent, et c'est pas mal cette idée parce qu'en plus ça implique c'est un pur truc de guerrier, c'est-à-dire c'est no return quoi, tu vois, on reviendra pas, on s'en fout, on prend les bateaux, on construit le cheval avec quoi, et alors de toute façon il faut prendre la ville quoi. Voilà, c'est l'objectif quoi. Et moi c'est vrai que tu vois par exemple par rapport à la version salle, c'est un truc dans cette scène là que j'ai un peu plus apprécié, c'est-à-dire en gros je parlais tout à l'heure de climax, hein, c'est un vrai climax émotionnel quoi, puisque c'est les enjeux principaux du film, hein, le duel entre Achille et Hector, et c'est vrai que sur la version salle moi j'étais un peu, après ça en fait la prise de Troie, je me rappelle très bien avoir eu ce ressenti où c'est pas que j'avais déconnecté quoi tu vois, mais j'étais un peu quand même pour moi le film il était presque fini quoi déjà quoi tu vois en fait. Et le truc c'est que sur ce prix on va dire l'ampleur un petit peu que ça a davantage conféré là sur ce director's cut, et notamment la violence dont on a parlé, parce que c'est toute la violence du film qui est rajoutée, elle est beaucoup contenue dans cette prise de Troie. Il y a il y a aussi d'autres scènes avant. Hein, il y a aussi d'autres scènes, mais c'est très frappant là quand même, tu vois, c'est quand même des trucs où dans le même mouvement de caméra, t'as des femmes qui se font violer, des bébés qui se font jeter dans le feu ou défenestrés. C'est quand même très dur quoi. C'est assez sauvage, ouais. Voilà. Mais, en tout cas, c'est inattendu dans un film comme ça quoi. Et du coup, sans avoir un ressenti totalement refondu, tu vois. Moi, je sais que face à cette prise de Troie, je me suis retrouvé un peu mieux impliqué que dans la version. Il n'est pas refondu pour une raison très simple, c'est que tu n'es jamais dans le récit, tu n'es jamais du côté d'Agamemnon. Donc tu n'as pas envie en fait de prendre Troie. Toi en tant que spectateur, c'est pas ton but. Ton but en fait, par contre, tu es du côté du personnage d'Achille. Et la problématique du personnage d'Achille, en fait, c'est que pourquoi il revient pour chercher Briséis. Et le problème en fait de ce passage-là, c'est que moi je n'achète pas l'histoire d'amour entre Achille et Briséis parce que je le trouve qu'elle est pas suffisamment bien développée. En tout cas, les articulations ne sont pas suffisamment claires en fait. Et du coup, le problème, c'est que en fait, pour moi, effectivement, le point émotionnel en fait du récit, c'est-à-dire vraiment en fait l'opposition entre deux types de guerriers. Tu vois, puisque c'est de ça qu'on ça parle, hein. C'est un film de guerre, hein, Troie, enfin c'est l'Iliade, c'est de la guerre, quoi. En fait, c'est là où ça marche. Et je pense que Benioff, c'est ça qui l'intéresse vraiment, en fait. C'est-à-dire que donc, du coup, que ce soit Benioff ou Petersen, ou même j'ai envie de dire, Brad Pitt, hein, finalement, c'est ce qui les intéresse là-dedans, c'est les atermoiements du guerrier, en fait, la façon dont il mène la guerre et les raisons pour lesquelles il mène la guerre. En l'occurrence, Brad Pitt, c'est clairement indiqué, hein, c'est pour accéder à l'immortalité. Et en fait, au fait que son nom soit reconnu des siècles et des siècles après sa mort, quoi. Et du coup, en fait, quand on te présente ça comme ça,
Bah en fait le fait que lui il aille attaquer pour une histoire d'amour, toi qu'il aille finalement moi je vais foutre la ville à feu et à sang pour aller chercher ma femme que j'aime, tu fais bizarre. Il y a la femme qu'il aime et il y a la gloire aussi. Hein. Ouais, mais moi je rajouterais juste Steph que il y a aussi quand même dans cette prise de 3 et dans le director's cut, je trouve que c'est encore plus prégnant. Il y a le personnage justement de Priam quoi, c'est-à-dire sur sa cité qui va disparaître quoi, tu vois. Et en fait le face à face avec Achille dont on parlait plus tôt est une manière aussi de préparer le relais que va passer Hector à son père, tu vois, à travers sa mort, quoi, parce que la mort d'Hector est vraiment vécue comme une catastrophe, tu vois, quoi, et la façon dont ce vieux roi assiste à sa cité comme ça investie, détruite, n'est que le prolongement de la catastrophe qu'il a vu venir avec la mort de son fils, quoi. Toutefois, ça aurait été un passage impossible à ne pas traiter, on va dire, si tu veux, quand tu racontes cette histoire-là. Le cheval de Troie, c'est ce que tout le monde a retenu de l'histoire, quoi, hein, forcément. Ah oui, c'est un épisode. Voilà, et le truc, c'est surtout une stratégie de guerre, si tu veux, qui existe, quoi. Et donc, en fait, le truc là-dedans, c'est que je pense que, voilà, en plus, je pense que même si on l'avait pas traité, même si on avait une satisfaction vis-à-vis du combat, même si ça avait été traité en 2-2, en fait, ça aurait été compliqué, quoi. Donc oui, effectivement, le fait que ça dure un peu plus longtemps, que ce soit un peu plus viscéral, ça fonctionne un peu mieux, mais après, je pense qu'il y a des problématiques d'articulation de récit. Bon, on est d'accord pour dire que finalement la meilleure version c'est quand même la version du director's cut. Ah oui, clairement. Voilà. Après j'ai pas la version sale en Blu-ray, mais c'est clair que je la garderai celle-là. Ouais, on encourage les gens donc à revoir le film sous cet angle-là. À revoir un beau blockbuster comme de studio comme on pouvait en faire il y a une quinzaine d'années, quoi. Voilà. Bon, alors si vous n'avez pas aimé 3, faut quand même reconnaître que si vraiment vous avez un problème, une allergie on va dire au film, je pense pas que le director's cut réglera beaucoup de choses, en toute honnêteté. Ce qu'on peut dire c'est que les articulations de personnages fonctionnent un peu mieux. Le relationnel entre, par exemple, Achille et Agamemnon, en fait, là, vraiment, le côté clivant en fait, entre les deux personnages est un peu plus appuyé. Oui, tu as toute une longue scène dans la tente d'Agamemnon. Voilà, c'est vraiment sa vie au drame politique. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus fluide en termes de narration, un peu plus, je trouve, épique et travaillé, on va dire. Voilà, donc, grosso modo, c'est vraiment un meilleur film. Mais bon, nous on aimait bien le film de base en fait, on n'était pas forcément moi j'étais pas abasourdi par le film, mais je me disais bon ça va, c'est pas un mauvais film, c'est pas un grand film, mais c'était pas un mauvais film, c'est toujours pas un grand film à mon sens, mais c'est plutôt un bon film quoi. Je pense que t'es d'accord. Oh non, moi je te dis, c'est un film que j'ai pris du plaisir enfin pas à revoir, puisque c'est par rapport à la version sale, à découvrir le director's cut, et je dis, moi ça fait, le Blu-ray je vais le regarder, je pense que je le reverrai dans quelques années, tu vois. Très bien. Ouais, je pense qu'on peut en rester là. Voilà, tout à fait. On est d'accord, c'est incroyable. Donc merci Arnaud. Merci à toi Stéphane. Merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs. Si vous voulez nous aider, nous filer un petit coup de main, en fait c'est sur tipeee.com, 3E et les mots-clés sont le Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur Deezer, il me semble qu'on a corrigé le problème, hein, Alain, c'est ça, il me fait oui de la tête. Sur tous en fait, les agrégateurs de podcasts habituels, hein, sur Acast notamment, on a migré là-dessus, quoi. On refond le site prochainement, donc capturemag.net. Et puis, moi je vous dis à la prochaine avec un bon film, j'espère.